Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse. La course à l'élection présidentielle a officiellement commencé. Après le dépôt des dossiers au Conseil constitutionnel, Abdelaziz Bouteflika s'y est rendu lundi. On l'a même entendu parler avec Mourad Medelsi, chose rare depuis son accident vasculaire en mai 2013. Nous parlerons donc de ce scrutin et des enjeux qu'il représente, mais aussi de la manifestation qui a eu lieu samedi dernier à Alger sous le signe du refus de la candidature du chef de l'État, sans oublier évidemment le retrait important de certains candidats. Alors, nos invités ce soir sont Maître Farouk Santeni, président de la Commission nationale de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme. Avec nous également Kamal Mansari, vous êtes journaliste, ancien directeur de la rédaction du Jeune Indépendant. Fatiha Benabou, bonsoir. Vous êtes professeur des universités, spécialiste en droit public. Avec nous également Adel Mehdi, vous êtes journaliste et rédacteur en chef d'Al Watan Weekend. Avant d'entamer ce débat, retour à la manifestation contre la candidature du président de la République organisée donc samedi devant la faculté centrale d'Alger. Riyad Lahri. C'était tout sauf un petit rassemblement ce matin à la place Odin. Intellectuels, journalistes ou simples citoyens, plusieurs dizaines de personnes ont tenté de se rassembler, exprimant leur refus contre un quatrième mandat du président sortant, Abdelaziz Bouteflika. C'est les faux moudjahidines depuis 62 qui sont dans les armées, dans toutes les institutions de l'État. C'est eux. C'est une trahison envers le peuple et son histoire. Est mort. Il ne peut plus se mettre debout ni même faire un discours. Ils prennent 40 millions d'Algériens pour des débiles. C'est des débiles. Comment vous ramassez des Algériens qui disent non au non-sens? Ceci est une honte. C'est une honte pour ce pays. Initialement prévue à 11h, la manifestation pourtant pacifique n'a pu être menée à bien. Les forces de l'ordre, beaucoup plus nombreux, ont procédé à de nombreuses interpellations, plus ou moins musclées. Il doit partir. Je ne suis pas là pour manifester, mais quand j'ai vu toute cette injustice... Ils n'ont pas le droit de prendre les gens comme ça. Il est à préciser que d'autres rassemblements moins importants ont eu lieu dans la wilaya de Bouela et Constantine, et même à Paris, où des dizaines de ressortissants algériens se sont rassemblés en soutien aux Algériens interpellés plus tôt dans la journée en Algérie. Adel Mehdi, vous êtes le rédacteur en chef d'Al Watan Weekend. Vous y étiez à cette manifestation pour couvrir, bien sûr. Alors, est-ce que le président de la République a le droit de se présenter à une nouvelle élection présidentielle? Est-ce que la cause de ces manifestants est légitime, selon vous? Écoutez, je ne vais pas juger de moi-même de la justesse ou pas de la cause, mais c'est beaucoup plus... Les manifestants, d'après ce qu'on a compris, se positionnent non pas dans un positionnement politique, mais en position morale. Et ce qui a été dit tout à l'heure par certains manifestants, ils parlent de bon sens. C'est-à-dire, on sent qu'une bonne partie de cette génération, parce qu'il faut revenir sur la question de cette génération qui a manifesté, est assez choquée et même humiliée, selon ce qu'ils disent, de voir un président qui est très malade, qui est impotent, et qui n'a pas gouverné depuis presque 1 an et demi, se représenter un quatrième mandat au lieu de donner lui-même des garanties pour un nouveau saut de ce pays. Donc c'est beaucoup plus, moi je dirais que c'est beaucoup plus une posture morale et de refus d'un non-sens, comme ça a été dit par une des manifestantes. Est-ce que vous pensez que cette candidature est un non-sens, Farouk Santeni? Est-ce que les générations sont choquées, comme dit Adel Mehdi? Pas du tout, pas du tout. C'est de l'intolérance, tout simplement. La Constitution permet au président de se représenter une quatrième fois, on en prend acte et on le laisse se présenter. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec son bilan, avec ses idées, même avec sa personne, le jour du vote, on vote contre lui. On ne vote pas pour lui, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. On parle du bon sens. C'est ça le bon sens. Le bon sens, c'est de se comporter raisonnablement. C'est-à-dire ne pas essayer de troubler l'ordre public par des manifestations qui, à mon sens, sont absurdes. Mais est-ce que le droit de manifester est légitime, Maître Santeni? D'accord, le droit de manifester, c'est autre chose. Mais c'est l'objet même de ce droit qui m'intéresse. Comment voulez-vous, sur quel socle voulez-vous asseoir de telles prétentions? Je vous interdis de vous présenter. De quel droit? De quel droit? Je ne comprends pas. La Constitution le permet. Ce n'est pas une attitude démocratique, c'est une attitude antidémocratique. Maintenant, le choix du citoyen est le même
le jour, le 17 avril, s'il veut voter contre le président, c'est son affaire et c'est respectable. Kamal Ansari ? Il ne s'agit pas surtout de parler Moi, ce qui me concerne, la manifestation est tout à fait légitime, tout à fait normale. Les gens qui s'expriment, ils expriment une situation inédite en Algérie, le fait que le chef de l'État, absent depuis plusieurs mois, incapable de diriger le pays de manière tout à fait ordinaire et normale, dans un pays aussi grand que l'Algérie, avec comment dirais-je, ses engagements au niveau national et international. Voilà qu'on retrouve, on exprime surtout le fait que ce quatrième mandat est le mandat de trop pour Bouteflika et pour les Algériens aussi. Au nom de quoi est-ce qu'on peut dire que c'est un mandat de trop, Kamal Ansari ? Pourquoi ? Voilà, à cause uniquement du problème de santé ? Un mandat de trop pour lui, bien sûr. Hier, vous l'avez vu, lorsqu'il est venu déposer... Avant-hier, quand il est venu déposer son dossier de candidature, il était incapable de parler, de s'exprimer. Mais c'est la première fois qu'on l'entend parler depuis au moins 10 mois. Mais quand on entend, c'est-à-dire que moi, en tant que si j'étais président du Conseil constitutionnel, lorsqu'un candidat se présente devant moi, la première des choses qui m'interpelle, c'est son état de santé. Je me dis, est-ce qu'il est en possession de tous ses moyens ou pas ? Voilà, c'est la première réaction. Je pourrais éventuellement réclamer un avis médical. Ça, c'est une chose. Mais pour revenir à la manifestation, elle est l'expression d'une situation qui est inédite. Il ne s'agit pas simplement d'être contre la candidature de Bouteflika, mais de poser le problème d'un chef d'État. Donc pour vous, c'est une manifestation légitime, comme Mansari ? Elle est légitime, bien évidemment, et en plus même, elle est comment dirais-je, logique, elle est raisonnable, et elle est justifiée. Est-ce qu'on peut parler d'un mandat de trop, Farouk Santani ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas voir les choses sur le plan comptable. Moi, je considère que la manifestation est illégitime par son objet. Par son objet, elle est illégitime. Est-ce que les gens n'ont pas le droit d'être contre une candidature du président de la République ? Non, contre la candidature, non. Contre lui, le jour du vote, oui. Vous avez l'échéance qui se rapproche, vous le sanctionnez si vous estimez que son comportement, si vous estimez que son état de santé ne lui permet pas. Vous avez une excellente occasion qui se rapproche, le 17 avril, vous votez contre. Mais comme ça, a priori... Ce sont des personnes qui mettent aussi en doute ce scrutin, je pense. Adam Dializi. Il y a juste deux choses pour revenir un peu on parle de droit et de justice. Est-ce que c'est normal qu'à Alger, les manifestations soient interdites ? Parce que lorsque des syndicalistes ou des enseignants, c'est-à-dire là, on ne parle pas de politique, on parle de droit syndical et socio-économique, sont réprimés aussi par la police. Donc la première problématique, c'est cette liberté d'expression et la liberté de manifester qui devrait être aussi au centre du débat. Deuxième des choses, on ne peut pas parler d'élections comme si on était, excusez-moi, la comparaison en Scandinavie ou dans des républiques. Ou en Allemagne aussi. On n'est pas le Medina al-Fadila. On sait bien qu'en Algérie, les élections, et ça c'est les observateurs étrangers qui le disent, des opposants algériens et des juristes algériens disent qu'il y a eu beaucoup de problèmes, d'irrégularités et de fraude dans ces élections. Nous sommes dans un système fermé qui ne permet pas le vrai exercice de l'expression de la voix populaire. Sinon, on aurait pu parier sur une vraie élection. Mais une élection où Silou Ali et le colonel du DRS, qui est lui choisi, qui va être élu, on ne peut pas parler d'élection normale. En parlant de régularité, nous recevrons dans la deuxième partie de controverse l'ancien chef du gouvernement Ahmed Ben Bitour qui nous expliquera donc les raisons exactes de son retrait. Comme Je voulais dire qu'en matière de droit ou pas droit de manifester, on a le droit de manifester et être contre le 4e mandat ou le 5e ou le 6e. Ça, c'est un droit. Maintenant, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est autre chose. On peut être pour le 4e mandat et contre le pour et contre. Et on peut manifester comme on ne peut pas manifester. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être contre le 4e mandat. On a le droit d'y être. On a le droit de manifester. On peut faire valoir la Constitution sur ce chapitre-là. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je dis elle est justifiée. On n'a pas besoin de dire est-ce que pour manifester, il faut être contre ou pour. Maître Santani, oui. Allez-y. On ne peut pas manifester contre un droit constitutionnel. Là, c'est autre chose. On ne parle pas du droit constitutionnel, on parle du 4e mandat. Et le 4e mandat est permis par la Constitution. Madame Benabou,
C'est Voilà. un droit constitutionnel, celui de manifester? Oui, mais simplement, bon, je vais vous dire, le droit n'est pas moralisateur. Oui. Le droit prescrit, et on peut être prescripteur ou on décrit quelque chose. Or, il y a deux points de vue. C'est vrai que le président de la République a le droit de rempiler pour un quatrième mandat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de limite. Mais il y a le problème de la manifestation. La Constitution parle de manifestation, on a le droit de s'exprimer. Seulement, elle précise, selon les conditions que la loi va plus tard réglementer. Or, il y a une loi de 1990 sur les réunions et les manifestations. C'est là qu'il faudrait que les gens puissent comprendre le droit et agir, ne pas laisser de pareilles dispositions être en place. Mais s'ils sont en place, il faut les respecter. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que toute réunion ou manifestation doit être autorisée. C'est ce qu'on appelle un accord préalable. Vous êtes obligé d'aller au ministère de l'Intérieur demander une autorisation. Or, on sait très bien que le ministère de l'Intérieur ne va pas vous la donner. C'est vrai, c'est un jeu juridique, des pirouettes juridiques. Il y a aussi le décret de 2001. Oui, mais il y a surtout cette loi sur la réunion et les manifestations publiques. C'est elle qui est la loi qui vient donc expliciter la Constitution. Est-ce que selon vous, c'est une loi qui est en contradiction avec la Constitution? Non, parce que c'est ça, non, elle n'est pas en contradiction. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la Constitution, elle vous dit que d'autres dispositions seront précisées par voie légale. Moi, si je devais voter le texte, etc., je dirais au niveau de la Constitution, il aurait fallu enlever cette alinéa. Donc même selon vous, dans la Constitution, le droit de manifester n'est pas totalement garanti? Non, puisqu'il y a le renvoi, ce qu'on appelle la délégalisation, le renvoi à une loi. Et c'est ça, le problème est ici. Vous avez plein de droits constitutionnels. Moi, les gens me disent, Madame Benabou, vous restez très légaliste. Oui, je reste légaliste. Si vous m'avez demandé mon avis, je vous aurais dit, il faut enlever ça dans la Constitution, il faut enlever ça pour avoir de véritables libertés. Mais tant que vous avez voté cette Constitution, vous vous retrouvez liés. Exactement. Mais est-ce qu'on... Le droit de manifester ou l'autorisation, elle est exigée à des associations, elle est exigée à des organisations structurées. Mais comment voulez-vous demander à 4 personnes une autorisation de manifester pacifiquement, de se mettre debout et d'exprimer le rejet du 4e mandat? Vous voyez un peu, c'est-à-dire que la disproportion, la réaction de l'État ou l'administration par rapport à cet état de fait est totalement incompréhensible. Maître Santini, est-ce que selon vous, le président a les capacités physiques d'assumer un quinquennat supplémentaire? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas. Seule c'est l'équipe médicale qui le suit peut le dire. Moi, je ne peux pas le savoir, d'autant plus que ça fait longtemps que je ne l'ai pas approché. Vraiment, je me garderai bien d'une telle appréciation. Est-ce que vous pensez quand même que cette candidature est une fois de plus légitime, malgré tout ce qui se dit à droite et à gauche, malgré les manifestations et les appels au boycott, par exemple? Mais bien sûr qu'elle est légitime, puisqu'elle est permise par la Constitution. C'est quand même extraordinaire. Les choses évidentes s'imposent d'elles-mêmes. Cela étant, il ne faut pas abuser du langage. La manifestation a été dispersée et n'a pas été réprimée. C'est pas du tout la même chose. Elle n'a pas été réprimée, Adam Medji? Il n'y a pas eu de répression? Vous étiez sur place? Quand on interdit une manifestation, quand on embarque les gens violemment, et on ne la réprime pas, c'est pas de la répression, c'est de la dispersion. C'est quand même extraordinaire. Et il faut c'est la gestion démocratique des foules, comme dit le général Hamel. Quand même, il faut rester quand même très près de la réalité et non pas se laisser aller à des considérations. Vous étiez dans cette manifestation? J'ai vu, je viens de voir à l'instant sur l'écran de là. C'est la méthode musclée. Hein. Non, il y a une gestion démocratique des foules. Attention, là, il y a quand même nos policiers deviennent beaucoup plus civilisés. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle maintenant avec les Interpol et tout, ils ont appris à gérer de façon démocratique les foules. On vous laisse pas parler, mais on vous fera pas. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire qu'il y a... Ce n'est pas ce que disent les manifestants, Madame Benabou. Oui, peut-être, oui, ça je sais. Mais déjà, c'est quand même un pas très important, puisqu'on ne brutalise pas les gens. Ça change du lacrymogène et tout, donc... Monsieur Mansali, il y avait beaucoup de journalistes ce jour-là. Comment expliquez-vous qu'il y avait, disons, pratiquement une majorité de journalistes? Est-ce que le militantisme, est-ce que l'opposition au régime aujourd'hui commence dans la presse, Kamel Mansali? Vous voyez, moi, je suis prudent sur cette chose-là. Sur ce chapitre-là, je ne veux pas dire pourquoi il y a eu beaucoup de journalistes, je ne sais pas. C'est une coïncidence ou bien c'est réfléchi. Bon, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est déjà la presse, c'est le miroir de la société, donc l'avant-garde
c'est toujours les actions d'avant-garde sont toujours prises par des intellectuels, par des journalistes, par des écrivains. Et en plus, il n'y avait pas que des journalistes, il y avait aussi, le commun des Algériens, il y avait les retraités, il y avait les jeunes, les lycéens. C'était un microcosme de variés et tout. Donc, si vous revenez à cette histoire de journalistes, pourquoi les journalistes? Eh ben, bon, ils ont droit. Maintenant, la frontière entre le métier et le militantisme, là, oui, on peut en discuter. Oui, je vais vous dire 2 mots. C'est ce qu'on appelle le 4e pouvoir. La presse... Le contre-pouvoir aussi. Hein. Le 4e pouvoir. Donc ça signifie que la presse est au devant de la scène. C'est effectivement le contre-pouvoir. Vous avez les 3 pouvoirs et quelqu'un qui soit en mesure, parce que les 2 pouvoirs, législatif et exécutif, sont à l'heure actuelle cumulés dans tous les pays démocratiques, c'est connu. Premier ministre britannique, il cumule le législatif et l'exécutif, c'est clair. Donc vous avez ce contre-pouvoir qu'on appelait auparavant 4e pouvoir, qui est là, parce qu'il faudrait que quelque part, vous savez, c'est un peu comme une marmite, ou comme une cocotte minute, il faudrait laisser la vapeur s'échapper. Sinon, ça éclate. Et c'est un signe de bonne santé que les gens se manifestent. Il ne faut pas avoir peur de ça. Bonne santé. C'est-à-dire que les gens se manifestent. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai une société éveillée qui réclame. Qui vit, etc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est un des acquis de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika ? Non, c'est un acquis bien avant. C'est-à-dire, on a commencé à manifester bien avant. Avant, c'était de manière un petit peu anarchique. Peut-être il n'y avait pas la loi dont madame avait cité. Maintenant, on a ces lois. Mais en même temps, même si on n'a pas ces lois, vous savez, aux États-Unis, par exemple, les gens manifestent, ils n'ont pas besoin d'aller demander là, juste pour une chose, parce que la Constitution le garantit. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'anticonstitutionnel ou bien l'anti-loi. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a des individus qui ne sont pas structurés quelque part, je me demande comment on va leur interdire de se manifester, manifester pacifiquement. Maître Saint-Aigné. Quand on veut se manifester, on se manifeste par son bulletin de vote. Je pense que c'est la meilleure façon. Donc pour vous, les gens n'ont pas le droit de manifester. Et la plus efficace. Donc les gens n'ont pas le droit de manifester que d'aller troubler l'ordre public. Donc, est-ce que le droit de manifester est un droit constitutionnel, Maître Saint-Aigné? Oui, alors pourquoi ces gens-là n'ont pas-ils eu droit de manifester? Parce qu'il y a une législation, une réglementation actuellement qui est en vigueur dans la capitale qui nécessite une autorisation administrative. Est-ce que vous pensez que cette législation est exagérée, qu'elle est répressive? Bon, elle existe, c'est ça le problème, c'est qu'elle existe. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, elle existe. Si elle existe, il faut la respecter. Mais est-ce que vous pensez qu'on n'en discute pas? Non, on discute. On peut en discuter, c'est pas un problème. Mais il faut surtout, avant d'en discuter, il faut d'abord la respecter. Alors, que pensent les Algériens de la candidature du président de la République? Ce micro-trottoir est préparé par Neila Hamouda. Je suis pour la manifestation parce que je suis contre un président à vie. أنا ضد كاع أي إنسان ينوض ويواجه هكا بإرادة قوية يواجه ولا يدير هكا مفاوضات من أجل رئيس عزيز علينا بزاف. On devrait faire un effort, laisser les gens libres de s'exprimer à condition qu'ils ne dégradent pas, qu'ils ne portent pas atteinte à l'intégrité et au bien du pays et d'autrui. Je suis ni pour ni contre. Parce que la politique, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis en toute sincérité, ce qu'ils font, c'est vraiment pas intelligent du tout. Franchement, un 4e mandat ou pas, pour l'instant, écoutez, c'est le meilleur président qu'on a eu depuis pas mal d'années. Donc on peut organiser des marches, on peut organiser des meetings, mais on est contre de voir des gens qui cassent ce qu'on a construit pendant des années. Alors c'est toujours quasiment, Kamel Mansari, les mêmes arguments. Le président, c'est synonyme de stabilité. Est-ce que c'est une manière aussi de faire peur aux gens, de leur dire « Attention, si vous manifestez, si vous appelez au changement, c'est la Tunisie, l'Égypte et la Libye qui nous attendent ». C'est-à-dire, quand je vois ce qui se passe à Ghardaya, je me dis... et puis, c'est significatif que cet argument alibi de stabilité ne tient pas. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas pourquoi on essaye de faire du chantage citoyen avec cette histoire de stabilité. La stabilité, ce n'est pas simplement la paix civile. C'est aussi, bon, c'est vrai que c'est la paix civile, mais en même temps, il y a les autres mécanismes qui font que l'Algérie doit être un pays stable. Par exemple, la lutte contre le chômage, la lutte contre la corruption, les droits de l'homme, le droit de manifester. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur de 300 personnes, je me demande en quoi il n'y a pas risque à la stabilité. Ça veut dire que si on réagit de cette façon
face à une manifestation aussi pacifique que celle qu'elle a eu lieu samedi dernier, je me pose la question il est où le risque de l'instabilité? Alors, on va revenir à cette élection présidentielle. Abdelaziz Bouteflika a déposé son dossier de candidature lundi dernier, chose rare. On a vu le président parler, dire quelques mots devant les caméras télévision avec le président du Conseil constitutionnel. Un grand débat a eu lieu sur ce sujet, Fatiha Benabou. Est-ce que le candidat aurait dû se déplacer lui-même? Abdelaziz Bouteflika l'a finalement fait. Je pense qu'il y a eu une lecture qui a été faite par le Conseil constitutionnel déjà en 2009. Dans son règlement intérieur, il disait voilà, le dépôt du dossier doit se faire selon la loi en vigueur. Or, la loi électorale ne parle pas du tout d'un déplacement du président. Elle parle d'un quitus qui serait donné au candidat. Du président comme du candidat? Du candidat, parce qu'il n'est pas président. Il est candidat comme tout le monde. Hein. Maintenant, vous avez dit président. Oui, c'est-à-dire pour ce déplacement, parce qu'il a quand même deux casquettes. Il est président, il reste président. Sortant, et il est aussi candidat, comme les autres. Donc, il y a un débat que j'ai moi-même soulevé, parce qu'il y a pas le règlement intérieur, deux communiqués, celui de 2009 et celui de 2014, qui dit vraiment expressément le candidat doit se présenter en personne. Or, comment analyser sur le plan juridique ce communiqué? Le communiqué du Conseil constitutionnel est à caractère explicatif, il ne fait pas partie de la hiérarchie des normes. Donc, ça reste une formalité administrative. Il l'a fait, c'est tant mieux, c'est pour être dans l'égalité comme tous les autres. Tant mieux pour lui. Donc, Kamel Ansari, le président n'était pas obligé de se rendre, mais c'est la tradition qui a donc été respectée. En plus, quand on dépose le dossier de candidature, on doit recevoir un récépissé qu'il doit signer. Donc, la présence du candidat est nécessaire. Bon, délégué, je crois qu'il y a délégué pour le dépôt. Ça s'est passé par le passé, c'est-à-dire je crois que ça dit l'a fait 2 fois. Donc maintenant, pour le retrait surtout, mais pour le dépôt, je crois que la tradition doit être respectée, c'est-à-dire le fait que le candidat lui-même dépose son dossier, il signe et il se retire. Maintenant, Bouteflika, c'est autre chose par rapport aux autres. Est-ce qu'il s'est déplacé? Comment il s'est déplacé? Maître Santene, vous avez vu le président parler. Est-ce que ces images vous ont rassuré? Oui, bien sûr, nous avons rassuré. C'est quelqu'un qui est vivant, qui est là, qui est conscient de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive. Ben, je pense que c'est rassurant. Le président est conscient de ce qu'il fait et de ce qui lui arrive? Écoutez, juste pour revenir sur cette question d'avant-hier sur le dépôt, d'abord, il faut se poser la question sur le dossier médical. Qui a signé ce dossier médical? Est-ce qu'on a des informations sur un dossier médical qui a été signé? Justement, il faut savoir exactement, et ça c'est une question qui va être posée même plus tard, qui va nourrir le débat, qui a signé ce dossier médical? Deuxièmement, quid des 4 millions de signatures qu'on découvre de manière assez fulgurante, si ce n'est qu'il y avait déjà une mobilisation par le FLN ou par d'autres partis. On parle même de détournement d'autres signatures, comme les signatures pour le logement, mais ça, c'est à prouver et à chercher. Et deuxièmement, cette apparition qui n'était peut-être pas nécessaire au niveau de la loi, était beaucoup plus un coup médiatique et un coup politique pour dire « je suis là », mais elle a beaucoup plus créé l'effet inverse, parce que si j'ai vu juste après l'apparition et la veille sur les réseaux sociaux et sur Internet la réaction des gens, ça a créé exactement le contraire. Ça veut dire qu'il y avait une partie les gens qui étaient inquiets, en disant, à cause de sa voix et le fait qu'ils ne l'ont pas vu debout, etc., les gens étaient beaucoup plus inquiets sur sa santé. Et deuxièmement, il y avait de la colère de certains gens, même de ses propres gens sympathisants du président Bouteflika, qui disaient, on n'a pas le droit de faire sortir, entre guillemets, une vieille personne qui est fatiguée juste pour des raisons politiciennes. Donc, ça a créé un peu le contraire de ce qu'il voulait. Quand je regarde les images du président, la question que je me pose, elle est légitime. Est-ce qu'il bouge son bras gauche? Est-ce qu'il se met debout? Est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il est capable de... Ce sont ces questions-là qu'on pose. Est-ce qu'il est sur le plan de la voix et tout? Est-ce qu'il peut tenir un discours? C'est ça. C'est juste simple. On aimerait... Pourquoi les gens... On revient à cette histoire de 4e mandat de trop.
c'est pour sa santé, par rapport, pas sur le plan constitutionnel. La Constitution de 2008, elle a tranché là-dessus. Mais c'est cet aspect-là que les Algériens refusent de voir. Il ne s'est pas adressé aux Algériens directement pour sa c'est une question. Il a annoncé à monsieur le président du Conseil constitutionnel, monsieur Mourad Medelsi, il ne s'est même pas adressé aux Algériens depuis 34 mois. C'est une question sur laquelle nous allons revenir dans la deuxième partie de Controverse avec notre invité pour la deuxième partie, l'ancien chef du gouvernement, Ahmed Ben Bitour. C'est la fin de la première partie. Merci à vous, Farouk Santani. Un nouvel invité nous rejoint pour la deuxième partie de Controverse. Ahmed Ben Bitour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez annoncé lundi votre décision de vous retirer des élections présidentielles. Vous avez annoncé de votre sujet avoir récolté les signatures, mais la décision de se retirer. Petite rétrospective résumée de votre conférence de presse avec Sabrina Rouaba. Nous sommes arrivés à plus de 1500 signatures dans 29 wilayas. Et le nombre global est de 85 075 signatures. 85 075. Ici, l'ambiance paraît festive et pourrait même prêter à confusion. Seulement, l'objet réel de la conférence de presse est le retrait du candidat Ahmed Ben Bitour des présidentielles. Je le dis clairement, je boycotte les élections et j'exprime ma complète solidarité avec mes partenaires politiques qui ont appelé au boycott. Ahmed Ben Bitour, qui était l'un des rares candidats sérieux face au président sortant, Abdelaziz Bouteflika, justifie son retrait par l'absence de transparence dans le processus électoral et la fermeture des élections. Il y a une instrumentalisation de l'appareil judiciaire et l'utilisation de l'administration et ses travailleurs, ainsi qu'une saisie de la presse publique écrite et audiovisuelle par les autorités. Et la vérité que tout le monde doit savoir est que les urnes ne seront que fraude et falsification. Après Sofiane Djilali, Ben Bitour vient rallonger la liste des candidats qui appellent au boycottage des élections qui auront lieu dans moins de 2 mois. Alors, Ahmed Ben Bitour, vous êtes déjà candidat depuis presque 3 mois et vous décidez de vous retirer, selon vous, parce que les conditions ne sont pas réunies. À quel moment exactement vous êtes-vous rendu compte que les conditions n'étaient pas réunies ? On peut prendre, si vous voulez, deux instants. L'instant de la circulaire du chef de l'État demandant à l'administration une neutralité dans tout le processus électoral du début à la fin. Or, le deuxième jour de la sortie de cette circulaire, c'est le principal chef de l'administration qui annonce la candidature du chef de l'État, ce qui est contraire à justement les instructions du chef de l'État lui-même. Ensuite, les membres du gouvernement mènent une campagne pour le président en exercice. Vous savez que lorsqu'on est membre du gouvernement, on est tenu par la discipline et la solidarité gouvernementale. Ça veut dire que chaque ministre ne peut s'exprimer publiquement que dans le cadre de son secteur. Il y a un porte-parole du gouvernement qui peut s'exprimer pour tout le gouvernement. N'importe comment, lorsqu'un ministre, quel que soit son niveau, quel que soit son secteur, lorsqu'il annonce, ça veut dire que ça engage le gouvernement. Or, nous avons vu plusieurs ministres, y compris le chef des ministres, en train de mener une campagne qui est contre toute la réglementation et le fonctionnement d'un gouvernement. Troisième point important, c'est l'opération de 3 millions de signatures. D'abord, je pense qu'on commence à perdre toute la vision parce qu'on n'a pas besoin de 3 millions de signatures. Avec 3 millions de signatures, ça devient du plébiscite. Et le candidat a le droit aussi d'avoir 3 millions de signatures, non? Oui, mais ça devient du plébiscite. Oui. D'accord. Maintenant, quelle est la méthode d'avoir réuni ces 3 millions de signatures? Lorsqu'on parle de plus de 3 millions de signatures, lorsqu'on a un peu plus que 1500 communes, ça veut dire que vous avez une moyenne de 2000 citoyens algériens qui sont inscrits sur les listes électorales qui se sont présentés devant les communes. Quelles sont ces chaînes de 2000 en moyenne? Quelles sont ces chaînes de 2000 personnes devant les boîtes? Donc vous voyez bien qu'on n'avait pas besoin de tout cela. Je pense que la réglementation demande 60 000, 120 000 aurait suffi largement. Et donc, c'est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus de vision. On est en train de faire des erreurs tout à fait ordinaires. Vous avez quand même rassemblé les signatures nécessaires, M. Ben Bitour. C'est tout à fait normal. Est-ce que ces gens-là n'ont pas signé finalement pour rien?
Non, ils n'ont pas signé pour rien. Est-ce que vous retirez? Non, ils n'ont pas signé pour rien. Ils auraient signé pour rien si je me retire en disant je me retire. Moi, je n'ai pas dit je me retire. J'ai dit je prends une nouvelle position dans le combat pour une Algérie de paix, de justice et de prospérité. Et j'ai dit clairement que nous allons construire les instruments nécessaires pour arriver à cette situation. Est-ce qu'il est possible que vous souteniez un autre candidat? Non. 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 Il n'y a pas de négociation entre vous et Ali Benflis, par exemple? Non, ça, que ce soit clair. Je n'ai de négociation avec personne. Avec personne. Il y a même un parti politique qui est venu me dire je suis prêt à vous donner les 600 signatures d'élus. Et j'ai rejeté parce que moi, je voulais aussi. N'oubliez pas. De quel parti est-ce que vous parlez? C'est le MSP. Le MSP. C'est public maintenant parce que je n'ai pas voulu le dire. Pourtant, c'est un parti qui boycotte les élections. Exactement. Bon. Mais qui accepte de soutenir un candidat, indirectement. Non, enfin, qui accepte de soutenir un candidat, il soutient un candidat qui savait déjà qu'il n'allait pas être de l'opération. Si j'ai attendu jusqu'à lundi, c'est parce qu'il fallait absolument que j'obtienne les nombres de signatures nécessaires pour qu'on ne vienne pas dire qu'il s'est retiré parce qu'il n'a pas été capable de mener l'opération. Et on l'a fait avec un huissier de justice, tout est clair, net et précis sur ce plan-là. Je voulais seulement dire que justement, j'ai fait un appel justement à toutes les forces qui appellent au changement avec une feuille de route pour réaliser justement ce travail de mobilisation pour sortir le pays de Donc si on comprend bien, M. Benbitoul, votre retrait était prévu depuis assez longtemps. Ah, absolument. Depuis des semaines? Probablement. Vous avez quand même continué l'opération de signature alors que vous aviez décidé de vous retirer? Oui, parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est parce que moi, je ne suis pas entré avec un parti politique. J'avais annoncé en décembre 2012 pour construire une nouvelle force politique. Au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que j'ai une force politique puisque j'ai les gens présents dans toutes les wilayats. Et lorsque je démarre avec un instrument politique nouveau, nous ne démarrons pas de la capitale dans un salon. Nous démarrons avec une présence totale dans les 48 wilayas. Adam a dit allez-y. Donc, est-ce que vous allez créer un parti politique? Est-ce qu'on peut comprendre ça? J'ai parlé d'instruments adéquats. Pour le moment, on va voir, parce que j'ai déjà expliqué il y a longtemps que souvent, quand on vous autorise à créer un parti politique, on a déjà mis tous les virus nécessaires pour le détruire. On va voir comment les choses vont se présenter à la suite des élections. Allez-y. Il y a un point que M. Benbitoul a soulevé qui est très intéressant et auquel il faut faire très attention. Un, c'est le fait que le président, on annonce 3 millions de signatures au minimum. C'est-à-dire, tout à l'heure, Adlan parlait de 4 millions. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de préparer les esprits à un chiffre énorme. C'est-à-dire 3 millions de signatures. C'est-à-dire qu'au 17 au soir, on va se retrouver avec 9 millions de voix en faveur du chef de l'État, du président sortant. Donc c'est ça. Donc on est en train. C'est déjà une anomalie énorme. C'est pour ça que je rejoins son avis lorsqu'il dit on n'a pas besoin de tout ça. Et deuxièmement, même si c'est une opération mathématique, on va retrouver qu'on ne peut pas rassembler 3 millions de signatures, sauf s'ils ont été préparés depuis un an. La deuxième des choses, c'est que le fait que cette élection se passe de la sorte, et depuis la déclaration faite par le Premier ministre, M. Sellal, lorsqu'il a déclaré, on est choqué, et c'est déjà une entorse à la pratique électorale dans son ensemble. Donc il y a ces deux aspects-là. Le troisième aspect, c'est le fait que les ministres du cabinet Sellal sont en train de battre campagne pour le président. Donc là, on est en train de pousser vers une sorte de blocage de l'élection fermée qui ne laisse aucune chance aux autres. Fatiha Benabou, est-ce qu'il y a des atteintes aux pratiques électorales selon vous? Dans le droit, évidemment. Oui, peut-être. Et là, je voudrais souligner le problème de la crédibilité des élections. Vous savez que la loi électorale est très claire. Article 171 à 178, vous avez une commission nationale de surveillance des élections qui est obligatoire. Vous avez 2 articles qui prévoient cette commission. L'article 171 et 172 qui réitèrent que chaque scrutin, il y a une commission nationale de surveillance des élections. C'est bon. L'article 172 nous donne la composition. Elle est composée de qui? De personnalités nationales, indépendantes. Plutôt, c'est son secrétariat permanent. Personnalité nationale, pour être indépendant, 2 points, les candidats ou leurs représentants et les partis politiques. Bon, on voit dans la pratique une commission nationale de préparation des élections. Moi, je pose le problème de sa base juridique. Sur quelle base juridique a-t-on institué une pareille commission? Donc, elle est illégale, elle n'a pas de base juridique. Dernièrement, si vous avez regardé le dernier journal officiel du 17 février 2014, vous avez à la page 21,
un arrêté interministériel qui va vous parler du secrétariat permanent de la Commission nationale de surveillance des élections. Il n'y a pas de commission nationale. Comment peut-on avoir un secrétariat permanent sans commission nationale? 2 points, il faut regarder sa composition. Regardez ça. Et puis attention, il y a un visa. Dans les visas, vous avez vu l'article 172 de la loi électorale, etc. Vous regardez votre loi électorale, vous vous rendez compte que la composition ne correspond pas. Dans la composition de la loi électorale, vous avez donc les partis politiques, les candidats, et puis vous avez aussi je dirais, des personnalités nationales indépendantes. Dans l'arrêté interministériel, il n'y a que des fonctionnaires. 3 du ministère de l'Intérieur, 2 du ministère de la Justice. Donc, concrètement, il y a une atteinte selon vous? Et bien sûr, tout bon juge administratif devrait déclarer cet arrêté interministériel nul et non avenu et par manque de base légale. Il n'a pas de base légale. Adel Mehdi, le retrait de Ahmed Ben Bitour rejoint dans celui de Sofiane Djilali et bien d'autres. Est-ce que c'est du général Yala aussi, du général Yala, donc il a annoncé également sur notre plateau. Est-ce que ces retraits vont, à votre avis, discréditer cette élection présidentielle ou conforter le président de la République dans sa réélection? Je crois que l'élection est déjà discréditée par le fait que toute la machine de l'État, il faut rappeler aussi les tournées de M. Sellal dans les wilayas, tous ces budgets qui ne sont même pas contrôlés. Des tournées en sa qualité de Premier ministre, il a le droit, non? Oui, mais il faut poser la question pourquoi il a commencé à faire la pré-campagne pour le président sortant avant même que le président n'annonce. Donc on n'est pas dans une élection, je reviens au mot de M. Ben Bitour, c'est un plébiscite. Ça veut dire que le système a choisi son candidat et on est dans un système fermé qui est très connu. Le système ne va pas organiser des élections où lui-même va perdre. Donc c'est une élection fermée et ces boycotts et tous ces mouvements qui appellent à même l'annulation des élections, comme a demandé le général Yala. Je reviens à la question de la posture morale. Parce qu'on ne fait plus de la politique, on est face à un coup de force qui peut inventer des textes, qui peut essayer de donner à l'étranger, surtout parce que c'est leur obsession, de donner à l'étranger un semblant d'élection avec des candidats, des débats à télé, à l'ENTV. On va voir comment l'ENTV va réagir à ça, avec une campagne électorale, avec des affiches, etc. On soigne les formes, mais au fond, c'est tout simplement un putsch médical à l'envers. Ahmed Ben Bitour, est-ce que vous considérez avoir rejoint tardivement le rang des boycotteurs? Déjà, est-ce que vous boycottez officiellement? Donc, est-ce que vous les rejoignez de manière tardive? Non, ce n'est pas tardif encore une fois. Pourquoi ce serait tardif? Puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a possibilité de déposer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel. Oui. Donc j'ai attendu la veille pour donc réunir le maximum de signatures. Encore une fois, je répète. Le problème est, j'ajoute un point à ce que viennent de dire nos amis, c'est que, je l'ai déjà dit, en mars 2001, ma première sortie publique après la période de réserve obligatoire en sortant du gouvernement, Elle est de combien, la période de réserve? Elle est de 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et donc, j'avais dit, le pays va aller vers la dérive parce qu'il y a le règne de l'illusion et de l'illisibilité. Et c'est là où vous voyez l'illusion. Madame a parlé de la hiérarchie du droit. Maintenant, il y a un arrêté qui a plus de valeur qu'une loi. Qu'est-ce qu'il reste à faire dans ce pays? C'est-à-dire que ces gens-là, en voulant aller trop loin dans ce que j'ai appelé, moi, le régime patrimoniste. C'est un régime où vous avez un chef entouré de courtisans qui se font le zèle pour plaire au chef afin de bénéficier de ses gratifications et qui considèrent la société dans son ensemble comme une société arriérée non apte à la question politique. Et en allant dans ce zèle, ils sont en train de faire des erreurs très graves qui ne travaillent pas du tout l'image du chef de l'État. Au contraire, ils sont en train d'en donner une très mauvaise image. Est-ce que vous regrettez d'avoir été pendant quelques mois le chef du gouvernement d'un régime que vous qualifiez de patrimoniste, Ahmed Ben Bitour? Non, je ne regrette pas d'avoir été chef du gouvernement d'un régime qui s'appelait patrimoniste parce que, bon, on avait pensé qu'on allait, n'oubliez pas, il y a une fois un point important là. Lorsque le président Yamin Zaroual a appelé à des élections présidentielles anticipées, il a dit pour 2 raisons. La première, un saut qualitatif dans la construction des institutions et un ancrage de l'alternance au pouvoir. Donc quand on est arrivé... Mais en réalité, c'était autre chose aussi. Non. La réalité, vous dites en réalité. Oui, en réalité.
On sait très bien qu'autre chose. Allez-y. Quand vous dites en réalité, ça veut dire qu'il faut vivre cette réalité pour pouvoir l'analyser. Donc, moi, quand je suis arrivé, nous sommes venus dans cette idée-là de l'ancrage de l'alternance au pouvoir et la construction, un saut qualitatif dans la construction des institutions. Et ça, c'est ce qui a été dit par le chef de l'État. Maintenant, lorsqu'on analyse ce moment-là exact, en sortant d'une situation de 10 années de difficultés, il fallait deux choses. Il fallait d'abord mener un peu de bombe dans le cœur des Algériens et des Algériennes, parce qu'ils ont souffert de la violence. Et il fallait deuxièmement construire des institutions, comme on avait dit déjà en 1965, qui survivent aux hommes, aux événements. Alors on a fait exactement le contraire. On a mené les gens, comme j'avais dit, dans l'illusion et l'illisibilité, et on a détruit toutes les institutions. Kamel Ansari, c'est un boycott qui profite aujourd'hui au pouvoir sortant ou pour discréditer une élection? Il discrédite cette élection, mais en même temps, la participation de quelqu'un comme Benflis, des candidats comme Benflis, m'étonne un peu parce que ça va aussi, dans un sens, accréditer la thèse des tenants de cette élection qui ont poussé vers cette élection, que malgré tout, même si on est issu du système, qu'on est opposé au système, on revient vers ce système-là. M. Ben Bitour a été à un moment de l'histoire de sa carrière au sein même de des appareils de l'État. Il en sort, mais il propose quelque chose de contraire et d'opposé. Il veut aller vers une sortie de la crise en proposant un projet de société, et tout, comme il a fait en 2011. Maintenant, on a un candidat qui revient aux affaires par le truchement de cette élection. Et est-ce que sa participation ne va pas, encore une fois, bon, c'est vrai qu'il va probablement, on va le dire de manière un petit peu gentille, perdre. Mais en même temps... De qui vous parlez de Benflis? Oui. Comment vous expliquez le retour d'Ali Benflis 10 ans après? On en a déjà parlé sur ce plateau même. C'est-à-dire, on se pose la question, quelqu'un qui est resté 10 ans au retrait des Algériens, il ne s'est pas exprimé avec les Algériens, il n'a pas rendu compte de son absence. Pourquoi? Il n'a fait aucune apparition publique pour expliquer les raisons de son retrait. Au moment où il avait, en 2004, cru qu'il pouvait être le remplaçant de Bouteflika, il sort, il disparaît, même pas assez, il n'en parle même pas assez à ceux qui ont voté pour lui, même pas, il essaie de créer une assise politique qui lui permettrait de continuer le combat. Il fait une rupture de 10 ans, il revient avec ce slogan et cette certitude qu'il va y aller malgré tout, et c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi un message à décrypter dans la lettre de Mouloud Hamrouche, puis sa conférence de presse, Kamel Ansari? Au départ, on a cru que c'était une offre de service, quand on a lu... Est-ce que pour vous, c'est une offre de service? Ça a donné l'impression, je ne sais pas s'il y a eu une maladresse dans l'écriture du communiqué, surtout en français. Puisqu'il a affirmé par la suite que son communiqué a été mal compris. Oui, non, mais il était ambigu parfois. Vous savez, il y a des politiciens qui laissent les choses ambiguës exprès et voir un petit peu où le vent tourne pour prendre la décision qu'il faut. Allez-y, Adam Mehdi. Avant de parler de la conférence de presse de M. Hamrouche et de son message, juste pour revenir sur Benflis, la réponse est très simple. Parce que lorsque vous rencontrez les gens autour de M. Ali Benflis, au niveau du QG de Ali Benflis, ils étaient certains que le président Bouteflika n'allait pas y aller. C'est tout simple. Est-ce que vous pensez réellement que le candidat Benflis ne savait pas que le président... ne savait pas, en tout cas les messages qui étaient envoyés par le QG... Pourtant, lui dit qu'il a décidé d'être candidat depuis près de 2 ans. Oui. Qu'il a pris sa décision. Oui, mais maintenant... Bien avant que le président ne tombe malade. Bien sûr. Oui. Mais les messages qui étaient là autour de M. Ali Benflis et qui étaient diffusés, et cette manière d'y aller, quelles que soient les conditions, donc il faut poser la question de quelles que soient les conditions. Est-ce que ça veut dire que quelles que soient les conditions, c'est quel que soit le degré de fraude, ou est-ce que le degré de fraude va être, le ratio de fraude va être géré pour essayer de faire passer la pilule? Juste pour revenir sur M. Mouloud Hamrouche, et avec tout le respect que je dois pour M. Hamrouche et pour M. Benflis, mais il faudrait aussi se poser la question sur cette drôle de manière de faire de la politique, de plonger en sous-marin pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de revenir, de lancer des messages cabalistiques et des offres de services à l'armée, parce que c'est clair qu'il parle à l'armée. Et je trouve très malheureux que 50 ans plus tard, on continue encore à rêver du sursaut de la jeune génération des militaires. C'est un vieux fantasme de la gauche algérienne des années 70. On s'attendait qu'il y aurait une génération d'Ozabat, les jeunes officiers qui allaient renouveler la classe politique et la donne politique. Et au lieu de s'adresser à la société civile, au lieu de s'adresser à ces jeunes qui sont sortis, on s'adresse encore
à l'armée qui, elle, il faut le dire et le redire, et l'armée et le DRS sont responsables de la situation de blocage dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. Donc ce n'est pas le président qui est le responsable de cette situation de blocage? Il y a une responsabilité collective. C'est une responsabilité partagée. Bien sûr. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, M. Benbetous, sur le message de Mahmoud Hamrouche, sur sa conférence de presse, sur ses aspirations? Pas de façon particulière. Est-ce que vous avez vu les images du président de la République déposant son dossier au Conseil constitutionnel? Oui, j'ai vu. Vous avez un commentaire à faire? C'est la première fois qu'on entend parler depuis des mois. Enfin, s'il y a un commentaire, ça démontre de façon tout à fait nette qu'il n'a pas les conditions de santé pour pouvoir exercer ce que demande l'Algérie aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on va aller après les élections, il y a quand même des problèmes fondamentaux à régler. Il y a des problèmes dans la société, les problèmes dans l'économie, les problèmes politiques, les problèmes géostratégiques de la région. Tout ceci nécessite vraiment une stratégie et une équipe très forte. Or, nous voyons qu'aujourd'hui, à la présidence de la République, il n'y a pas d'équipe, puisque nous ne voyons rien sortir de cette équipe. Si elle existe, en tout cas, elle est enterrée. Et je pense que l'état de santé du président ne lui permettrait pas demain de pouvoir guider une équipe qui trouverait les solutions adéquates à des problèmes fondamentaux d'avenir de la nation. Il faut comprendre que, comme je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit déjà en 2001, que la décennie 2001-2010 va connaître un état défaillant et 2011-2020 un état déliquescent. Et nous sommes dans l'état déliquescent aujourd'hui. L'état déliquescent, c'est quoi? C'est l'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Pour vous, les images ne sont pas rassurantes, celles du président? Elles ne sont pas du tout rassurantes, malheureusement. Je lui souhaite le plus prompt des rétablissements, mais les images ne sont pas du tout rassurantes. En quoi il pourrait être rassurant? Il faut voir aussi les commentaires et les analyses qui sont faits autour de l'état de santé du président de la République à l'étranger. En plus, sur les réseaux sociaux, les Algériens, c'est-à-dire tout le monde dit qu'il est unanime que l'état de santé, que le président ne doit pas continuer, doit se retirer. Parce qu'on renvoie une image. Nous sommes un pays, nous avons des institutions qui sont... le président est la traduction et l'expression de ces institutions. Si au niveau national et international, on n'arrive pas à montrer ou bien à avoir un président normalement constitué qui travaille, qui agit normalement comme tout chef d'État, à ce moment-là, je ne vois pas comment ça va se passer son prochain quinquennat. Fatih Benabou, on revient toujours aux institutions. Oui. Selon vous, est-ce qu'elles fonctionnent normalement, ces institutions? Je suis vraiment désolée, mais je rebondis un peu sur ce qu'a dit M. Benbetous. Effectivement, il a raison. Et quand on commence déjà dans une élection à ne pas respecter les textes que l'on a soi-même posés, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui a posé des textes. Or, l'État, c'est quoi? C'est une personne morale qui représente tous les Algériens. Donc, à partir du moment où vous ne respectez pas les textes, moi je vous demande qu'une chose, je ne parle pas sur la santé du président, est-ce qu'il est capable ou pas, c'est pas mon problème. Il est candidat comme tout le monde. Point barre. Il y a un problème, c'est la crédibilité des élections et des institutions. On aimerait que l'Algérie puisse avoir des institutions pour ne pas tomber très facilement dans les révolutions. Vous avez Hamrouche, on va parler un peu de Hamrouche. Hamrouche a abordé une problématique. Est-ce qu'il y aurait une réforme ou est-ce qu'il y aurait une révolution? Il a bien, si vous lisez son texte, il a bien résumé. Il a dit, bon, si vous voulez une réforme en douceur, que l'État ne bascule pas comme ça s'est passé dans les autres pays, il faudrait au minimum respecter les textes que vous avez déjà posés, donc respecter les institutions, redonner à l'État sa crédibilité. Premier pas, pour tout État, c'est que l'État pose des règles, c'est un ordre juridique, l'État. Il pose des règles, il doit les respecter. Premier point, si vous voulez que cette élection soit crédible, commencez déjà par respecter les textes. Quels sont les textes? La loi électorale et l'égalité de tous. Monsieur le Président est président, il a son rôle de président, mais Monsieur le Président est à côté candidat. Candidat comme tout le monde. Il doit y avoir une justice entre tous les candidats, au niveau de la campagne électorale, au niveau de la collecte. Nul n'a le droit, moi je n'ai rien à... Vraiment, j'en veux à personne, hein, ni à monsieur, pas du tout, hein, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Mais je dis que nous avons des institutions, nous avons un droit. Premier droit, c'est l'égal accès aux fonctions publiques. Pour qu'il y ait une égalité de tous, article 29 de la Constitution, il faudrait que les mêmes conditions de départ soient données à tout le monde. Et si on veut que l'État
devienne véritablement crédible, il faut commencer par respecter les lois qu'il a lui-même posées. L'État, c'est une personne morale, hein. Ce n'est pas le pouvoir. Hein. Moi, je fais la distinction entre les deux. Il y a le pouvoir politique qui est là pour quelque temps et qui passe et qui peut partir. Ça, c'est le pouvoir. Mais vous avez l'institution qui est un État. Et celui-là, il faut le défendre. Moi, je le défends parce que je suis algérienne et je ne voudrais pas qu'à la moindre manifestation, vous avez une révolution qui emporte tout. Parce qu'on peut emporter les hommes, mais les institutions doivent demeurer. Donc une réforme plutôt qu'une révolution? Oui, moi j'aurais voulu. Premier pas. Comme au Maroc, par exemple, je ne sais pas si on peut le choisir comme exemple. Oui, vraiment, il est très intelligent. C'est un homme très intelligent. De qui vous parlez? Du roi, même si on ne l'estime pas parce qu'il nous gratouille un petit peu, c'est vrai, mais il est quand même intelligent, il a été à l'écoute de son peuple. Tout de suite, il a commencé un peu à réformer. Bon, même si vous allez me dire, il n'a pas remis en cause sa personne royale, il a quand même essayé d'être à l'écoute. Vous savez, moi je trouve ça extraordinaire. Tout le monde a réagi dans le mois qui suivait le 2011. Et en Algérie? Il n'y a qu'en Algérie où on n'a pas encore réagi. Le président a réagi en avril avec le fameux discours. La Constitution n'a pas été posée. Vous savez, ça fait presque 2 ans et demi. Et ce temps est trop lourd. Pour une constitution, est-ce que pour vous, la Constitution a besoin d'un amendement, d'une réforme aujourd'hui, Fatiha Belabou? Oui, moi je peux vous donner la lecture de la Constitution. Il y a beaucoup d'articles. Le jour où on devra discuter, les gens me disent mais vous ne dites rien. Si vous me dites de décrire la Constitution, je vous la décris. Mais si vous me dites de la refaire, je vous dirai quels sont les articles qu'il faut refaire. Il y a beaucoup d'articles où... Les plus importants, brièvement. La plupart des... Vous savez, la Constitution est bâtie sur une institution, qui est le président de la République. Il a toute la prééminence. Or, c'est très difficile de bâtir une constitution sur un homme. Une constitution se bâtit, c'est comme une maison, hein. Il faut la bâtir, il faut des architectes, il faut comment on appelle ça, des piliers. Il faudrait que la constitution repose sur des piliers. Qui sont ces piliers? C'est la redistribution du pouvoir. Quand le président de la République est malade, il faudrait qu'on puisse compter sur d'autres institutions qui la prennent en charge. Si vous n'avez pas tout ça, le jour où le président de la République a un problème, c'est la Constitution qui s'écroule et le pays, fort heureusement, entre parenthèses, que le pays est contrôlé politiquement. Vous comprenez quand je dis contrôlé politiquement? Sinon, ça aurait abouti à Tunis mais jusqu'à quand? Il faudrait peut-être éviter de laisser le peuple aller vers ce genre d'aventure. Allez-y, faites un commentaire si vous voulez. J'ai un commentaire sur cette question de réforme. Il faut quand même rappeler que nous sommes depuis 1988 dans une double réforme. Une réforme politique pour le passage d'un système de parti unique vers le multipartisme et une réforme économique, le passage d'une économie administrée vers l'économie de marché. Or, justement, ça fait 25 ans, nous sommes toujours dans ce que j'ai appelé, moi, la trappe de transition permanente. Nous n'avons pas quitté un système, nous ne sommes pas entrés dans un autre système. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément important, vous avez parlé de révolution. Il faut faire la différence entre révolte et révolution. Parce que révolution, justement, c'est un processus de changement révolutionnaire. Alors que, malheureusement, ce qui nous attend, ce n'est pas la révolution, c'est la révolte. Et la révolte, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'elle a donné à Tripoli, qu'est-ce qu'elle donne actuellement en Syrie, qu'est-ce qu'elle a donné en Tunisie, qu'est-ce qu'elle a donné en Égypte. Donc il faut faire très attention de bien distinguer entre révolution et révolte. Nous ne sommes pas dans un processus révolutionnaire, nous sommes dans une situation d'une grande probabilité de révolte. Une dernière question, Ahmed Benbitoul. Quelle est maintenant la démarche à suivre? Qu'allez-vous faire maintenant, après vous être retiré des élections présidentielles? J'ai expliqué. Donc, moi, j'appelle tous les partisans donc, du changement du système de gouvernance de commencer à se réunir pour écrire d'abord une feuille de route sur qu'est-ce que les changements et quelles sont les étapes de sa mise en œuvre. Ensuite, définir les conditions de travail communes à respecter, les principes de travail communs à respecter. Ensuite, établir un contrat social qui servirait de base à une nouvelle constitution. Et enfin, mettre en place une équipe qui mènerait ce travail-là pendant un travail qui commencerait après la réélection de Abdelaziz Bouteflika? Non, tout de suite, pas après la réélection, qui se réaliserait probablement après la réélection. Est-ce que vous appelez les autres candidats à se retirer, Ahmed Benbitoul? Est-ce que vous appelez à la constitution d'un front comme en 99? Oui, justement, ce que je dis encore une fois, j'appelle justement à ce que tous les gens qui sont pour le changement du système de gouvernance se mettent ensemble avec cette feuille de route que je viens de décrire.
Controverse, c'est terminé. Merci à nos invités. Ahmed Benbitou, l'ancien chef du gouvernement. Merci à vous, Kamel Mansari, journaliste, ancien directeur de la rédaction du Jeu Indépendant. Merci Fatiha Benabou, professeur des universités spécialiste en droit public. Et à vous, Adel Mehdi, vous êtes rédacteur en chef d'Al Watan Weekend. Merci également à Farouk Santeni, qui était l'invité de la première partie de Controverse. On se retrouve mercredi prochain. Merci. you